inédits lui permettent de manœuvrer dans l'espace. L'avion est lancé par catapulte et il a besoin d'un rail pour décoller. Son record est officiellement homologué. Il a tenu l'air 1 minute 45 secondes et parcouru 760 mètres. Il dépassera très vite cette distance. Pour le passager qui a le privilège d'embarquer à bord, c'est le miracle. Il découvre la nature comme il ne l'avait jamais vue, du haut du ciel. Dès lors, l'aviation est la grande attraction. Sa capitale est le terrain d'Issy-les-Moulineaux, dans la région parisienne, où se tiennent meetings aériens et démonstrations filmées par le tout jeune cinéma. L'avion fait rêver, même lorsqu'il donne l'impression de voler à reculons. Les records tombent en cascade pendant toute la première décennie du siècle. Pourtant, l'avion, tout comme l'automobile, doit servir à se déplacer. Le baptême de l'air invite au voyage et quelques amateurs aussi téméraires que privilégiés ne se contentent plus de faire un tour pour revenir à leur base. Maintenant que l'aéroplane commence à être aussi rapide que le train, l'heure est venue de voler de ville en ville, puis de franchir les frontières. Il reste bien des obstacles à franchir, et d'abord la Manche, ce fossé qui divise l'Europe et protège la forteresse Angleterre. Un pionnier va la prendre d'assaut. Louis Blériot, né à Cambrai en 1872, a vite délaissé l'automobile pour l'avion. Il s'est associé avec Gabriel Voisin pour construire l'hydro-aéroplane, un planeur remorqué que les deux hommes expérimentent sur la Seine en 1905. Les essais sont peu concluants et l'on se moque de Blériot, l'homme qui tombe toujours. Mais c'est mal connaître son obstination. Il se sépare de Voisin pour s'orienter vers le monoplan, plus prometteur. Et surtout, il relève le défi lancé par le Daily Mail en 1908. Le premier qui traversera la Manche recevra 1000 livres sterling ou 25 000 francs or. Blériot ne part pas favori. Son grand rival est Hubert Latham, un dandy fortuné qui est déjà l'homme le plus haut du monde pour avoir volé à plus de 150 mètres d'altitude. Il a commandé au constructeur Levasseur un monoplan de la série Antoinette, à bord duquel il s'embarque le 18 juillet 1909. Ses grandes ailes lui promettent la victoire, mais c'est l'échec. Latham tombe à l'eau à quelques kilomètres de Calais. Louis Blériot joue alors son va-tout. Il a mobilisé ses derniers moyens pour construire le Blériot 11, un engin plus petit que celui de Latham, équipé d'un moteur allégé de 25 chevaux. Blériot n'a pas la forme. Quelques jours plus tôt, il a été sérieusement blessé à la jambe par un jet d'huile brûlante. Mais il n'est pas question de renoncer. Le grand départ est donné un peu avant 5 heures du matin, le 25 juillet 1909.
va bien au-dessus des terres où l'avion est suivi à la trace, mais les 10 minutes passées sur la haute mer, loin de tout repère, paraissent une éternité. Et Blériot ne sait pas nager. Passé les falaises de Douvres, le pilote oblique à gauche et se laisse tomber dans une prairie en pente à 5h12 ce matin-là. Blériot et les premiers témoins savourent ce moment historique. L'Angleterre a cessé d'être une île, un homme vient d'y débarquer pour la première fois autrement qu'en bateau. Le port de Calais accueille comme il se doit le premier aviateur qui a vaincu la mer. Pour ce bourreau de travail qui n'aime guère les honneurs, cette partie n'est pas la plus facile, d'autant que sa jambe est toujours endolorie. Un des tout premiers à le féliciter est Hubert Latham, le rival malheureux. À Paris, la République a déployé ses fastes pour l'arrivée de ce passager qui revient par le train sans avoir eu besoin d'un billet aller. La gare du Nord n'a jamais vu pareille cohue. La première visite est pour le quotidien Le Matin. Le journal s'est assuré l'exclusivité du récit de ces 33 minutes qui ont changé la carte de l'Europe. Le reporter Charles Fontaine ne quitte pas le héros d'une semelle, drapeau à la main. Le Blériot 11 est exposé à la curiosité des foules, mais il n'est pas encore une pièce de musée. L'armée française en commande 100 exemplaires qui serviront plusieurs années dans les écoles de pilotage. Blériot sera un brillant industriel jusqu'à sa mort en 1936. 2 mois après la traversée de la Manche, le salon de la locomotion aérienne rassemble à Paris tous les grands constructeurs du monde entier. C'est le premier d'une longue série. Louis Blériot a donné à l'aéronautique ses lettres de noblesse. La Première Guerre mondiale donne le signal d'un formidable développement. À la fin du conflit, les appareils se comptent par dizaines de milliers contre quelques centaines en 1914. Les pilotes appartiennent encore à l'armée de terre. Les avions sont désormais en métal. Leur vitesse a doublé jusqu'à 200 km/h. Et après avoir servi à la reconnaissance aérienne, ils sont maintenant équipés pour le combat. L'aviateur tire à la mitrailleuse contre les avions ennemis. Il lance aussi à la main les premières bombes. C'est une nouvelle manière de faire la guerre, loin des tranchées et des poilus. Georges Guynemer est le premier as du combat aérien. Titulaire de 53 victoires, il sera abattu quelques mois plus tard au-dessus des Ardennes à 23 ans. Charles Ningesser a 45 victoires à son actif. Il connaît la gloire avec son ami François Colly. La paix revenue, une autre aventure pacifique cette fois attend les héros. Pour l'instant, l'avion ne peut acheminer que du courrier. C'est l'épopée de l'aéropostale française qui domine les années 20. La compagnie Latécoère choisit d'aller plein sud, vers l'Espagne et l'Afrique. Les Breguet ne peuvent franchir plus de 400 km d'une seule traite et sont contraints à de nombreuses escales. Entre Casablanca et Dakar, c'est la ligne des sables. Les nomades du désert accueillent avec curiosité les hommes venus du ciel. Les pannes obligent souvent à des atterrissages forcés, toujours dangereux. Mais le résultat est là. Le service du courrier qui prenait 5 jours par bateau entre Paris et Dakar se fait maintenant en 24 heures. Au-delà de l'Atlantique Sud, Montevideo est la prochaine étape. L'Amérique latine des années 20 n'est encore accessible que par la mer. Mais pour les pionniers de l'aéropostale, le courrier est sacré. La première mission de l'aviation est de contribuer à la communication entre les hommes.
Alors il s'attaque à la formidable barrière qui coupe le continent sur toute sa longueur, la cordillère des Andes. Les paysages sublimes ne peuvent faire oublier les prouesses inouïes d'Henri Guillaumet, d'Antoine de Saint-Exupéry et de Jean Mermoz qui disaient « Pour nous, l'accident, ce serait de mourir dans son lit. Tous trois disparaîtront aux commandes d'un avion. » L'hypothèse 25, qui grimpe à 6000 mètres, rend le parcours un peu moins risqué. Mais c'est toujours un miracle d'atteindre Santiago du Chili, mission accomplie. Le chaînon manquant de l'Atlantique Sud est comblé en octobre 1927 par Coste et Lebris qui relient Saint-Louis du Sénégal à Rio sans escale. Mais l'Atlantique Nord fascine encore plus et depuis plus longtemps. René Fonck s'y attaque en septembre 1926 au départ de New York. Mais son trimoteur surchargé de carburant n'arrive pas à décoller et c'est le drame. Le pilote est sorti indemne, mais 2 membres de l'équipage périssent dans le brasier. 2 autres Français tentent l'aventure au départ de Paris le 8 mai 1927. Ningesser a choisi Colly comme copilote. Le décollage est réussi, mais l'avion se perdra dans l'océan. On ne retrouvera jamais Ningesser et Colly. Un prix de 25 000 $ attend celui qui reliera New York à Paris. En 8 ans, des dizaines d'audacieux ont échoué dans l'aventure. Mais l'Atlantique va enfin trouver son vainqueur. C'est en s'exhibant dans des acrobaties aériennes que Charles Lindbergh arrive à payer son brevet de pilote. Le jeune homme est désargenté, mais il sent que les choses vont vite et qu'il y a urgence. La tentative de Ningesser et Colly a précipité les événements. Lindbergh amène de San Diego à New York l'avion qu'il a fait construire grâce à un prêt de plusieurs industriels de Saint-Louis. La traversée des États-Unis d'ouest en est en un peu plus de 21 heures est déjà un record. C'est avec fierté que le jeune homme montre à sa mère le Spirit of Saint-Louis. Il a tiré les leçons des échecs de ses prédécesseurs et réduit le poids au minimum. Il se contente de 2 tonnes de carburant, 5 fois moins que Fonck et 3 fois moins que Ningesser. C'est aussi pour cela qu'il sera seul à bord, sans parachute, avec quelques sandwichs et 1 litre d'eau. Un peu avant 8 h du matin, ce 20 mai 1927, Charles Lindbergh lance à ses amis « Le condamné à mort vous salue ». Le décollage est d'autant plus difficile que la vue du pilote est masquée par son réservoir installé au centre de l'avion. C'est par un périscope qu'il observe le sol. Une rangée de fils électriques en bout de piste est franchie de justesse. La presse suit avec passion cette aventure d'une audace inouïe pour l'époque. C'est aussi une grande expérience de reportage radio en direct. Lindbergh n'en est pas équipé, mais les nouvelles de sa progression tiennent en haleine le monde entier. Une longue traversée de 16 heures commence au-dessus de l'océan. C'est le moment de vérité pour le pilote, avec les nuages bas qui bouchent l'horizon, le givre qui fait plonger l'appareil et dont il se barbouille le visage pour chasser le sommeil et l'angoisse devant les solitudes glacées. Lorsqu'il découvre enfin l'Irlande, Lindbergh éprouve, comme il le dira lui-même, un sentiment de libération. Les radios ont annoncé son entrée dans le ciel de Normandie exactement à l'endroit prévu. La France et le monde vivent au rythme de l'exploit.
La soirée du 21 mai fait date dans l'histoire. 200 000 Parisiens envahissent le terrain du Bourget où Lindbergh se pose non sans mal à 22h22 après un vol de 33 heures. La France officielle salue le héros au palais de l'Élysée, mais la rencontre la plus émouvante est avec celui qui a vaincu la Manche 18 ans plus tôt, Louis Blériot. Nous nous sommes compris sans parler, dira Lindbergh. Toute l'Europe acclame le jeune Américain. Devant les millions de mains qui se tendent, l'aviateur solitaire comprend à quel point l'aventure aérienne rapproche les peuples. J'ai le sentiment, dira-t-il, d'avoir touché les cœurs au-delà du clivage des nationalités. Lorsque le héros revient au pays à bord du navire Memphis, l'accueil est encore plus grandiose. L'Amérique a peine à croire que ce garçon de 25 ans vient non seulement de franchir l'océan, mais encore de pulvériser tous les records de distance et de vitesse. Il a bien mérité l'apothéose de Broadway. Il faudra attendre encore un quart de siècle pour que les vols transatlantiques fassent partie de la réalité quotidienne. L'exploit de Charles Lindbergh n'en est que plus stupéfiant. Le comte Zeppelin est le plus orgueilleux survivant du plus léger que l'air et une vitrine prestigieuse de l'industrie allemande. Lointains héritiers des montgolfières du XVIIIe siècle, les dirigeables sont propulsés par des moteurs. Ils peuvent manœuvrer et tenir l'air plus de 100 heures. En 1929, le comte Zeppelin a fait le tour du monde en 12 jours et demi. Paquebot aérien pour milliardaires, il offre un confort inconnu des avions. L'Allemagne fait mieux encore avec le Hindenburg, lancé en 1936. Pont-promenade, cabine avec eau courante, restaurant, fumoir et piano à queue. Rien ne manque à ses 70 passagers. Un seul problème, lors de son arrivée à New York le 6 mai 1937, le monstre est chargé de 200 000 mètres cubes d'hydrogène hautement inflammable, très sensible aux orages. La suite est vécue en direct par la radio. Or 500 feet into the sky, and it's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and it's sprays now, and the flame is crashing to the ground. Not quite. Le dirigeable est donc enterré, mais les bricoleurs cherchaient eux aussi depuis longtemps à transporter Monsieur Tout-le-Monde. Dès 1914, ce petit autobus volant achemine des passagers dans des conditions encore acrobatiques. En 1919, Bossutro emmène jusqu'à Londres 14 personnes dans un ancien bombardier à cabine fermée. L'aviation commerciale est née. Les installations au sol se développent en conséquence. Le Bourget a bien changé depuis l'atterrissage solitaire de Lindbergh. Reconstruit en 1937, il ressemble à une gare de chemin de fer. Les voyageurs ne sont plus les héroïques pionniers de jadis. Pour eux, comme pour les employés chargés du trafic, le transport aérien tient plutôt de la routine ferroviaire. L'Asie attire les compagnies. Encaissé dans son cirque de montagne, l'aéroport de Hong Kong est relié à Paris par le vol hebdomadaire d'un Dewatin 338. L'avion ne dépasse pas les 260 km/h et le voyage dure plusieurs jours.
Toujours plus loin, mais aussi toujours plus gros. Telle est la devise des soviétiques qui construisent un avion de 42 tonnes, le Maxim Gorky. Il comporte une buanderie, une installation musicale, un cinéma et une imprimerie. Un an après sa sortie, le mastodonte sera percuté par un chasseur et s'écrasera avec ses 50 passagers. Il avait détrôné le Junkers G-38 aux ailes si épaisses que 6 voyageurs y trouvent place. Un autre Allemand, Dornier, a fabriqué un hydravion géant à 12 moteurs pour 150 personnes. L'hydravion est jugé plus sûr pour franchir les océans et c'est lui que choisit la Pan Am pour inaugurer la première liaison régulière transatlantique en 1939. Le Clipper de Boeing offre tout le confort à ses 40 passagers en échange de $375 et pas mal de patience car la traversée dure 2 jours. La coupure de la guerre est suivie d'une révolution, la propulsion à réaction. Avec le Comet des années 50, le jet fait son entrée dans le ciel et donne une nouvelle impulsion au trafic aérien. Avec leurs balais d'avions, leurs flots de passagers, leurs bataillons d'hôtesses et de stewards, les aéroports des années 70 deviennent de véritables villes. Leur population augmente encore avec le Boeing 747, premier des gros porteurs. Il reste pourtant une barrière qu'aucun avion de ligne n'a encore franchie, le mur du son. C'est la grande aventure du Concorde et elle a son champion. La première émotion, nous l'avons tous eue. Je peux citer le jour exact, le 11 décembre 1967. Quand pour la première fois, alors débarrassé de tous ces escabeaux, il a été lentement tracté hors du hangar. Alors là, on l'a découvert tout d'un coup. Alors il y avait des officiels, il y avait des tas de gens, c'était une cérémonie. Mais nous étions là, mes camarades comme moi, bouche bée devant la machine. Depuis la forme effilée jusqu'aux matériaux employés, tout est nouveau dans cet avion que la France et la Grande-Bretagne ont décidé de construire en commun à partir de 1962. Le défi est sans précédent. Il s'agit de voler 2 fois plus vite que le son, à plus de 2000 km/h sur un avion commercial et non sur un chasseur. Le premier vol de Concorde a lieu à Toulouse le 2 mars 1969. André Turca, qui était aux commandes, revit pour nous ce moment. L'homme est parfaitement à l'aise dans ce monde mystérieux. Ce polytechnicien marseillais a été le premier Français à franchir le mur du son en 1954 et il a derrière lui plus de 6000 heures de vol sur 110 appareils différents. Le Concorde n'a pas de secret pour lui. Concorde, bonjour, élément du jour, s'il vous plaît. Les Concorde à 33 gauche en service vont au sol 270 degrés 6 nœuds. Température Concorde 18 degrés 6. Québec Fox Echo 995. Québec Novembre Hotel unité 0, unité 3. Check time, il est 13h37 minutes. Vous rappelez pour la mise en route. Et je peux enfin poser ma main sur les 4 manettes et envoyer progressivement la puissance des moteurs. J'enlève le frein de parc en tenant l'avion par des freins aux pédales. 3, 2, 1, top. Et on s'en va.
sans un bruit. L'avion décolle, ou du moins nous avons l'impression que c'est sans un bruit. Nous n'entendons même pas le bruit des moteurs. Nous sommes tout à guetter, non pas à nous livrer aux sentiments. Nous n'avons pas de sentiments pour l'instant. Nous avons des cadrans, nous ne quittons rien des yeux, prêts à réagir à tout incident. Mais rien ne se passe de particulier. Nous montons, nous prenons un petit peu de vitesse et nous allons faire notre grand circuit. Ce premier essai laisse bien augurer de la suite. Le mur du son sera franchi 6 mois plus tard et le premier voyage transatlantique vers le Brésil en 1971 sera un triomphe. L'avenir sourit au Concorde qui divise par 2 les temps de vol sur les longues distances. C'est alors que les choses se gâtent. Les États-Unis, qui ont renoncé à leur propre supersonique en 1971, ne veulent pas laisser le champ libre aux Européens. 3 compagnies américaines annulent simultanément les options qu'elles avaient prises sur plusieurs Concorde. New York, la principale destination visée, n'accepte d'accueillir l'avion qu'au terme d'une longue bataille. En septembre 1979, 10 ans après le vol historique de Toulouse, Paris et Londres décident d'arrêter la production. 16 exemplaires ont été fabriqués en tout et pour tout, et ils voleront encore pendant plus de 20 ans. Il est vrai qu'à l'heure des gros porteurs et de la crise pétrolière, le Concorde et ses 100 passagers coûtent cher. Mais pour André Turcat, il fallait le faire. Si nous n'avions fait qu'un beau jouet pour milliardaires, comme certains l'ont dit, nous n'aurions pas lieu d'être très fiers. Je vous dis, nous avons emmener l'industrie française. Ce qui est vrai dans le domaine aéronautique, je le crois vrai dans d'autres industries. Les industries de pointe sont quelquefois déficitaires dans leur livre de compte, mais bénéficiaires pour la nation qui, sans ça, tombe dans la pure sous-traitance de manches de casserole. Concorde et son pilote d'essai ont écrit une des plus belles pages de l'histoire de l'aviation. Leur seul tort est d'avoir été en avance sur leur temps. La fusée est connue depuis l'Antiquité, mais Konstantin Tsiolkovsky lui découvre une propriété ignorée. Elle est le seul moyen de se propulser dans le vide, donc d'aller dans l'espace. Ce Russe visionnaire, inspiré par Newton, a formulé la théorie en 1887. Seules des fusées à étage qui se débarrassent des propulseurs devenus inutiles au fur et à mesure de leur combustion permettent d'atteindre la vitesse de 28 000 km/h, à partir de laquelle un projectile ne retombe plus sur le sol et tourne autour de la Terre. La fusée est d'abord une arme et la guerre intensifie les recherches. Dans une base secrète de la Baltique, les Allemands construisent un engin 100 fois plus puissant que tout ce qui existe à l'époque, le V2. Après plusieurs échecs, la fusée est prête en octobre 1942. Plus de 3000 seront tirés sur l'Angleterre et la Belgique. Son créateur s'est rendu spontanément aux Américains. Wernher von Braun va rendre de précieux services à sa nouvelle patrie. Un stock de V2 intact est mis en lieu sûr au Nouveau-Mexique. Une autre partie de l'équipe von Braun se retrouve en URSS, où les élèves de Tsiolkovsky peuvent donner toutes leurs mesures après la guerre, et d'abord dans les programmes d'armement. Tout se déroule dans le plus grand secret. Un missile balistique à longue portée est lancé en novembre 1948. Après le V2, c'est la première fusée qui s'élève au-dessus de l'atmosphère. En 1955, une base spéciale est construite à Baïkonour, dans le Kazakhstan. 2 ans plus tard, on y teste le premier missile intercontinental en présence d'officiels venus de Moscou.
C'est un monstre du même type, pesant 300 tonnes, qui prend son départ au soir du 4 octobre 1957. Tout en haut de ses 30 mètres, le dernier étage ne porte pas de bombe, mais quelque chose de beaucoup plus explosif. C'est le premier satellite artificiel de la Terre, le Spoutnik, dont le signal stupéfie le monde entier.